Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours. Si vous aimez les récits de vie qui touchent le cœur, qui parlent de courage, de trahison et de secrets enfouis, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de nos histoires, et activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon histoire, une histoire vraie, celle d'une femme qui a cru tout perdre avant de découvrir sa véritable force. Alors, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans, et si je devais résumer ma vie en un seul mot, ce serait combat. Pas un combat avec des poings ou des armes, non, un combat intérieur, celui qu'on mène contre les regards des autres, contre les jugements, et parfois même contre ceux qu'on aime le plus. Depuis 18 ans, je vis avec un handicap. Paraplégique depuis un accident de voiture à l'âge de 20 ans, j'ai dû réapprendre à vivre dans un monde qui n'est pas toujours fait pour les gens comme moi. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un moment précis, celui où j'ai cru toucher le sommet de ma liberté retrouvée, avant que tout ne s'écroule point. Je vis dans une petite ville du centre de la France, un de ces endroits où tout le monde se connaît, où les façades des maisons en pierre cachent des secrets, et où les apparences comptent plus que tout. C'est ici que j'ai grandi, dans une maison modeste mais chaleureuse, entourée de mes parents, Claire et Marc, et de ma sœur cadette, Camille. Mes parents, c'est le genre de couple qui semble parfait vu de l'extérieur. Claire, toujours impeccablement coiffée, avec un sourire qui charme tout le monde. Marc, un homme discret mais autoritaire, qui a toujours un mot pour faire rire les voisins. Mais derrière les sourires, il y a toujours eu une tension, une sorte de hiérarchie implicite dans notre famille. Et moi, Élise, j'ai toujours été celle qu'on protège, celle qu'on plaint, celle qu'on ne prend pas vraiment au sérieux. Camille, elle, c'est tout le contraire. À 34 ans, elle est belle, charismatique, avec cette assurance qui fait tourner les têtes. Elle a toujours eu ce don pour capter l'attention, pour obtenir ce qu'elle veut sans même avoir à demander. Depuis qu'on est petite, j'ai l'impression qu'elle brille là où je m'efface. Pas par méchanceté, non, mais parce que c'est comme ça. Mes parents l'ont toujours vue comme la fille parfaite, celle qui réussit tout, celle qui ne déçoit jamais. Moi, j'étais la fille fragile, celle qu'il fallait aider. Et croyez-moi, ce mot, aider, peut devenir une prison quand il est répété trop souvent. Pourtant, je ne me suis jamais laissé définir par mon handicap. Après l'accident, j'ai passé des années à reconstruire ma vie. J'ai appris à me déplacer en fauteuil roulant, à gérer mon quotidien, à ignorer les regards curieux dans la rue. J'ai trouvé un travail à mi-temps comme rédactrice pour un journal local, un métier que j'aime, même s'il ne paye pas beaucoup. Chaque centime que je gagnais, je le mettais de côté, avec un rêve en tête, acheter une voiture adaptée. Pas n'importe quelle voiture. Une voiture qui me donnerait ce que j'avais perdu à 20 ans, la liberté. Cette voiture, je l'ai achetée il y a quelques semaines à peine. Une Renault Captur, modifiée pour être conduite avec des commandes manuelles. Elle n'était pas neuve, loin de là, mais pour moi, c'était un bijou. Chaque détail, le volant ergonomique, la rampe d'accès, le siège adapté représentaient des années de sacrifice. J'avais économisé pendant 8 ans, refusant les vacances, les sorties, les petits plaisirs que tout le monde prend pour acquis. Quand j'ai signé les papiers chez le concessionnaire, j'ai pleuré. Pas de tristesse, non, de joie. Pour la première fois depuis l'accident, je me sentais entière, capable, libre. Le jour où j'ai ramené la voiture à la maison, j'ai organisé un petit dîner pour fêter ça. Rien d'extravagant, juste mes parents, Camille, et moi, autour d'une table dans le jardin. Le soleil se couchait, il faisait doux, et l'odeur des rosiers de ma mère flottait dans l'air. J'avais garé ma voiture bien en vue, devant la maison, et je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Elle brillait sous les derniers rayons du soleil, comme un miroir de tout ce que j'avais accompli. Élise, elle est vraiment belle, ta voiture, a dit ma mère, Claire, en posant une main sur mon épaule. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une pointe de condescendance, comme si elle parlait à une enfant qui vient de réussir un dessin. Merci, maman, ai-je répondu, en essayant d'ignorer cette sensation familière de malaise. Tu es sûre que tu vas pouvoir la conduire sans problème, a ajouté mon père, Marc, en coupant son poulet. C'est quand même une grosse responsabilité. J'ai senti mon sourire se crisper. Papa, j'ai passé tous les tests.
J'ai une formation spéciale pour conduire avec mon handicap. Tout est adapté. Il a hoché la tête, mais son regard disait tout, il ne me croyait pas capable. Pas vraiment. Camille, elle, n'a presque rien dit pendant le dîner. Elle sirotait son vin, jetant des coups d'œil à la voiture sans un mot. À un moment, elle a lâché, elle est classe, Élise. Vraiment. Mais son ton était étrange, distant, comme si elle calculait quelque chose. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Elle travaillait beaucoup, disait-elle, dans une boutique de vêtements en ville. Pourtant, quelque chose dans son attitude me dérangeait. Camille avait toujours eu ce talent pour cacher ce qu'elle ressentait vraiment, mais ce soir-là, j'ai senti une ombre dans son regard. Le dîner s'est terminé tard, et mes parents m'ont embrassé avant de rentrer chez eux, à quelques rues de là. Camille est restée un peu plus longtemps, prétextant vouloir m'aider à ranger. Mais elle n'a presque pas touché aux assiettes. Elle s'est assise sur le canapé, les jambes croisées, et m'a regardé fixement. « Tu es vraiment fière, hein ?» a-t-elle dit, un demi-sourire aux lèvres. « Oui, Camille. C'est important pour moi. » Elle a hoché la tête, puis s'est levée brusquement. « Faut que j'y aille. On se voit bientôt. » Et elle est partie, sans un mot de plus. J'ai fermé la porte derrière elle, un peu perplexe, mais je n'y ai pas trop pensé. J'étais trop occupée à savourer ce moment, ce sentiment d'avoir enfin repris le contrôle de ma vie. Les jours suivants, j'ai commencé à conduire ma voiture. C'était magique. Le bruit du moteur, la sensation du volant sous mes mains, la liberté de pouvoir aller où je voulais, quand je voulais. Je faisais des trajets simples au supermarché, au bureau, chez une amie, mais chaque kilomètre était une victoire. Les gens du quartier me regardaient différemment, comme si, pour la première fois, ils voyaient Élise, et pas juste la fille en fauteuil. Même mes collègues au journal m'ont félicité. « Tu rayonnes, Élise », m'a dit Sophie, ma rédactrice en chef. Et c'était vrai. Je rayonnais. Mais ce bonheur, il était fragile. Je ne le savais pas encore, mais quelque chose se tramait dans l'ombre. Derrière les sourires de ma famille, derrière les félicitations de mes parents, il y avait un plan, une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelques jours après ce dîner, tout allait basculer. Ma voiture, ce symbole de ma liberté, allait devenir le centre d'un drame que je n'avais pas vu venir. Je me souviens encore du matin où tout a changé. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer un café, quand j'ai entendu la voix de ma mère au téléphone. Elle parlait vite, à voix basse, comme si elle ne voulait pas que je l'entende. « Oui, c'est mieux comme ça », disait-elle. « Elle ne pourra pas gérer toute seule. » J'ai froncé les sourcils, mais je n'ai pas posé de questions. Pas tout de suite. J'aurais dû. Si j'avais su ce qu'il préparait, j'aurais peut-être pu arrêter les choses avant qu'elles ne s'effondrent. Mais à ce moment-là, je ne voyais rien. J'étais encore dans mon cocon de bonheur, bercé par l'illusion que ma famille était fière de moi. Je ne savais pas que, derrière mon dos, il prenait des décisions qui allaient me briser le cœur. Que ma voiture, mon trésor, allait devenir l'instrument d'une trahison que je n'oublierai jamais. Le soleil se levait à peine, et je me tenais devant la fenêtre de ma cuisine, une tasse de café fumante entre les mains. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la pièce, mais ce matin-là, il n'avait pas son goût habituel de réconfort. Quelque chose clochait. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais une sensation pesante s'était installée dans ma poitrine depuis la veille, comme un pressentiment que je refusais d'écouter. Ma voiture, ma précieuse Renault Capture, était garée devant la maison, scintillant sous la lumière douce de l'aube. Elle était là, tangible, réelle, un rappel de tout ce que j'avais accompli. Pourtant, ce sentiment d'euphorie qui m'avait porté ces derniers jours semblait s'effilocher, comme un fil tiré d'un tissu fragile. C'était un mardi, une journée ordinaire, du moins c'est ce que je pensais. J'avais prévu de conduire jusqu'au bureau pour montrer à Sophie, ma rédactrice en chef, un article que j'avais terminé la veille. J'étais excitée à l'idée de prendre la route, de sentir à nouveau cette liberté qui m'avait tant manqué. Mais avant même que je puisse sortir, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Claire. Sa voix était étrangement tendue, presque mécanique. « Élise, il faut qu'on parle. Peux-tu passer à la maison ce matin ? » « Maman, je dois aller au bureau. » « Ça peut attendre », ai-je répondu, un peu agacée par son ton. «
Non, c'est important. Viens tout de suite, s'il te plaît. Quelque chose dans sa voix m'a fait frissonner. Elle n'était pas du genre à insister sans raison. J'ai hésité, puis j'ai attrapé mes clés et je suis montée dans ma voiture. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents, à quelques rues de là, m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque feu rouge, chaque virage semblait amplifier cette boule d'angoisse dans mon estomac. Quand je suis arrivée, j'ai vu la voiture de Camille garée dans l'allée. Étrange. Elle ne venait jamais citer au T.J. Je me suis avancée jusqu'à la porte d'entrée, mon fauteuil roulant glissant sur le gravier familier. Ma mère m'a ouvert avant même que je frappe, son visage crispé par un sourire forcé. Mon père, Marc, était assis dans le salon, les bras croisés, évitant mon regard. Camille était là aussi, debout près de la fenêtre, ses cheveux blonds impeccablement coiffés, mais ses yeux fuyants. L'atmosphère était lourde, comme si un orage se préparait point. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en posant mes clés sur la table. Ma mère a pris une grande inspiration, comme si elle répétait un discours. « Élise, on a beaucoup réfléchi, ton père et moi. Ta voiture, elle représente beaucoup pour toi, on le sait. Mais on pense que c'est trop risqué. Tu comprends, avec ton handicap. » Je l'ai coupé, mon cœur battant plus fort. « Maman, on en a déjà parlé. J'ai passé tous les tests, la voiture est adaptée. Je suis capable de conduire. » Elle a secoué la tête, les lèvres pincées. « Ce n'est pas seulement ça. On s'inquiète pour toi. Si quelque chose t'arrivait, on ne se le pardonnerait jamais. » J'ai senti une vague de colère monter en moi. « Donc quoi ? Vous voulez que je reste enfermée chez moi pour le reste de ma vie ? Cette voiture, c'est ma liberté. Vous savez combien j'ai travaillé pour l'avoir. » Mon père a enfin levé les yeux, son ton ferme m'est teinté de cette condescendance que je détestais. « Élise, sois raisonnable. On veut juste ton bien. Et on a trouvé une solution. » « Une solution ?» ai-je répété, perplexe. C'est alors que Camille s'est avancée, ses talons claquant sur le parquet. Elle a croisé les bras, un sourire étrange sur les lèvres. « Élise, on a décidé que ce serait mieux si je prenais la voiture. » Le monde s'est arrêté. Ces mots ont résonné dans ma tête, comme un écho dans une pièce vide. J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ? » La voiture, Élise, a repris ma mère, comme si elle expliquait quelque chose de simple à une enfant. On l'a donnée à Camille. Elle en a besoin pour son travail, et elle est plus apte à gérer ce genre de responsabilité. Je suis restée figée, incapable de respirer. Mes mains tremblaient sur les accoudoirs de mon fauteuil. « Vous avez donné ma voiture ? La voiture que j'ai achetée avec mon argent ? Techniquement, c'est nous qui avons finalisé l'achat, a dit mon père, comme si ça justifiait tout. On a mis l'argent pour la dernière partie, tu te souviens ? On voulait t'aider. Vous m'avez prêté 2000 €, ai-je crié, ma voix brisée par l'émotion. J'ai économisé pendant 8 ans pour cette voiture. 8 ans. Et vous l'avez donnée à Camille, comme ça, sans même me demander ? Camille a soupiré, comme si j'étais une gamine capricieuse. Élise, arrête de dramatiser. Je vais m'en servir, et tu pourras toujours l'utiliser si tu en as besoin. On est une famille, non ? J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Une famille ? Tu appelles ça une famille ? Tu savais ce que cette voiture représentait pour moi, Camille. Tu étais là au dîner, tu m'as vu, tu m'as entendu en parler. Et tu l'as prise sans un mot ? Elle a haussé les épaules, un geste si désinvolte que j'ai eu envie de hurler. Écoute, je ne vais pas m'excuser d'avoir besoin d'une voiture pour mon boulot. Tu peux toujours prendre le bus, non ? Le bus ? Ce mot m'a frappé comme une gifle. Le bus, avec ses horaires imprévisibles, ses arrêts mal adaptés, les regards des autres passagers. Cette voiture, c'était ma manière de dire au monde que je n'avais pas besoin de pitié, que je pouvais vivre comme tout le monde. Et il me l'avait arraché. J'ai regardé mes parents, espérant un signe de regret, une lueur de compréhension. Mais ma mère triturait nerveusement ses mains, et mon père fixait le sol. On a pris la décision pour ton bien, Élise, a murmuré ma mère. On ne veut pas que tu te mettes en danger.
En danger, ai-je répété, la voix tremblante. Le seul danger, c'est ce que vous venez de faire. Vous m'avez volé ma dignité. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir de cette maison sans m'effondrer. J'ai roulé jusqu'à chez moi, les larmes brouillant ma vue, la colère et l'humiliation me brûlant la poitrine. Quand je suis arrivée, j'ai vu que la voiture n'était plus là. Camille l'avait déjà prise. Ma voiture, mon symbole, ma liberté. Tout était parti en un instant. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans mon salon, les lumières éteintes, à ressasser chaque mot, chaque regard. J'avais l'impression d'être revenue à l'hôpital, juste après l'accident, quand les médecins me disaient que je ne marcherais plus jamais. Ce sentiment d'impuissance, de perte, était le même. Mais cette fois, ce n'était pas un accident. C'était une trahison. Ma propre famille m'avait jugée incapable, indigne de ce que j'avais construit. Le lendemain, j'ai décidé de confronter Camille seule. Je l'ai appelée, et elle a accepté de me rejoindre dans un café en ville. Quand elle est arrivée, elle était impeccable, comme toujours, vêtue d'une robe élégante, ses cheveux brillants sous le soleil. Mais il y avait quelque chose de différent. Elle semblait nerveuse, ses doigts tapotant la table, ses yeux évitant les miens. Camille, pourquoi tu as accepté, ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. Tu savais ce que cette voiture signifiait pour moi. Elle a soupiré, comme si ma question l'ennuyait. Élise, c'est juste une voiture. Tu en fais tout un drame. Juste une voiture, ai-je répété, ma voix montant malgré moi. 8 ans, Camille. 8 ans d'économie, de sacrifice. Tu as une voiture, toi. Pourquoi la mienne? Elle a hésité, puis a haussé les épaules. Les parents ont insisté. Ils ont dit que c'était mieux comme ça. Et franchement, je ne vois pas pourquoi tu fais une fixation. J'ai senti une colère froide m'envahir. Une fixation? Camille, c'est ma liberté. C'est ma vie. Et toi, tu l'as prise sans même sourciller. Pour la première fois, elle m'a regardé dans les yeux, et j'ai vu une lueur étrange, presque coupable. Écoute, Élise, je ne voulais pas te faire de mal. Mais, c'est compliqué. Tu ne comprends pas tout. Alors explique-moi, ai-je insisté. Explique-moi pourquoi ma propre sœur m'a poignardé dans le dos. Elle s'est levée brusquement, attrapant son sac. Je dois y aller. On en reparlera. Et elle est partie, me laissant seule avec ma rage et mes questions. Cette conversation n'avait fait qu'amplifier mon malaise. Pourquoi était-elle si nerveuse? Pourquoi mes parents avaient-ils agi ainsi, sans même me consulter? Et surtout, qu'est-ce que Camille voulait dire par « c'est compliqué » ? Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai remarqué un détail étrange. Dans la boîte aux lettres, il y avait une enveloppe sans nom, sans adresse. À l'intérieur, un simple mot griffonné, « Demande à Camille ce qu'elle fait avec ta voiture ». Pas de signature, rien. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Était-ce une plaisanterie? Une menace? Ou quelqu'un savait-il quelque chose que j'ignorais? Je me suis assise sur mon canapé, l'enveloppe froissée dans mes mains, et j'ai senti une détermination nouvelle naître en moi. Cette voiture, c'était plus qu'un objet. C'était ma fierté, ma preuve que je pouvais surmonter n'importe quoi. Et je n'allais pas laisser ma famille me la voler sans me battre. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que cette trahison n'était que la pointe de l'iceberg. Derrière ce geste cruel, il y avait des secrets bien plus sombres, des mensonges que ma famille cachait depuis des années. Et bientôt, tout allait basculer. Les jours qui suivirent la trahison de ma famille furent comme un brouillard épais, où chaque instant semblait alourdi par la colère et la douleur. Ma voiture, mon symbole de liberté, était désormais entre les mains de Camille, et avec elle, une partie de ma dignité. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire désinvolte de ma sœur, les excuses paternalistes de mes parents, et cette enveloppe anonyme qui me hantait. Demande à Camille ce qu'elle fait avec ta voiture. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, comme une énigme que je n'arrivais pas à résoudre. Qui avait laissé ce mot? Et pourquoi, je refusais de me laisser engloutir par le désespoir. J'avais déjà traversé trop d'épreuves, l'accident, les mois à l'hôpital, les regards de pitié pour abandonner maintenant. Cette voiture, c'était plus qu'un objet.
C'était la preuve que je pouvais me relever, encore et encore. Alors, j'ai décidé de me battre. Pas seulement pour récupérer ce qui m'appartenait, mais pour comprendre pourquoi ma famille m'avait fait ça. Il y avait quelque chose de plus profond, une vérité cachée derrière leurs mensonges, et j'étais déterminée à la découvrir. Le lendemain de ma confrontation avec Camille au café, je me suis rendue chez un avocat recommandé par Sophie, ma rédactrice en chef. Maître Dubois était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une voix posée qui inspirait confiance. Je lui ai tout raconté, l'achat de la voiture, les années d'économie, la décision de mes parents de la donner à Camille, et leur excuse selon laquelle ils avaient contribué à l'achat. Je lui ai montré les reçus, les preuves de mes virements bancaires, tout ce que j'avais soigneusement conservé. Et elle a écouté en silence, feuilletant mes documents, puis elle a soupiré. Mademoiselle Fournier, votre situation est compliquée. Vous avez payé la majeure partie de la voiture, c'est clair, mais comme vos parents ont finalisé l'achat et que le titre de propriété a été transféré à votre sœur, légalement, il sera difficile de prouver que la voiture vous appartient. Sans un contrat écrit clair, c'est votre parole contre la leur. J'ai senti mon cœur se serrer. Mais, c'est mon argent. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il a hoché la tête, compatissant. Je comprends votre frustration, et moralement, vous avez raison. Mais légalement, c'est flou. Nous pourrions tenter une action pour abus de confiance, mais cela prendra du temps, et sans preuve solide, vos chances sont minces. Avez-vous autre chose? Des échanges écrits, des messages, quelque chose qui montrerait leur intention? J'ai fouillé dans ma mémoire, mais tout ce que j'avais, c'était des conversations, des promesses verbales. Mes parents m'avaient toujours dit qu'ils m'aideraient, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils utiliseraient leur aide contre moi. Non, ai-je murmuré, la gorge nouée. Rien d'écrit. Maître Dubois m'a conseillé de rassembler plus d'éléments, peut-être des témoignages, et de réfléchir à ce que je voulais vraiment, récupérer la voiture ou obtenir une compensation. En quittant son bureau, je me sentais à la fois déterminée et désemparée. Comment prouver quelque chose quand toute ma famille était contre moi? Et surtout, pourquoi avaient-ils fait ça? Leur excuse me protéger à cause de mon handicap sonnait de plus en plus comme un mensonge. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée devant la maison de mes parents, sans vraiment savoir pourquoi. Leur voiture était là, mais pas celle de Camille. Ma voiture. L'idée qu'elle était quelque part, utilisée par ma sœur pour je ne sais quoi, me rendait malade. J'ai repensé au mot anonyme. Demande à Camille ce qu'elle fait avec ta voiture. Et si ce n'était pas une simple dispute familiale? Et si Camille cachait quelque chose? Ce soir-là, je me suis installée devant mon ordinateur et j'ai commencé à fouiller. J'ai cherché Camille sur les réseaux sociaux, espérant trouver un indice, n'importe quoi. Ses profils étaient remplis de photos d'elle souriant, posant dans des tenues élégantes, mais rien d'inhabituel. Puis, je suis tombée sur une photo récente, Camille, appuyée contre ma voiture, avec une légende vague, nouvelle aventure, nouveaux horizons. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle paradait avec ce qui m'appartenait, sans la moindre honte. J'ai décidé de l'appeler. J'avais besoin de réponses, pas seulement sur la voiture, mais sur ce qu'elle me cachait. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix agacée. Élise, quoi encore? Camille, il faut qu'on parle. Vraiment. Elle a soupiré. Écoute, je suis occupée. On peut se voir demain? Non, maintenant, ai-je insisté. Pourquoi tu utilises ma voiture comme si elle était à toi? Et qu'est-ce que tu fais avec? Il y a eu un silence, trop long pour être innocent. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est juste une voiture, Élise. Lâche l'affaire. Lâcher l'affaire, ai-je répété, ma voix tremblant de colère. Tu m'as volé ma liberté, Camille. Et maintenant, tu mens? Quelqu'un m'a dit que tu faisais des choses bizarres avec cette voiture. Dis-moi la vérité. Elle a ri, un rire nerveux, presque forcé. Quelqu'un? Qui? Tu crois n'importe quoi, maintenant. Écoute, je dois y aller. Et elle a raccroché. Ce rire, ce ton fuyant, c'était trop. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais quoi? Était-elle simplement égoïste, ou y avait-il autre chose? Et mes parents,
Pourquoi avait-il été si prompt à lui donner la voiture? Leur excuse de « me protéger » ne tenait plus. Il n'avait jamais douté de ma capacité à vivre seul, à travailler, à gérer ma vie. Alors pourquoi maintenant, le lendemain, j'ai décidé de creuser plus loin? J'ai appelé une vieille amie de ma mère, Véronique, qui connaissait bien notre famille. Elle avait toujours été franche, contrairement à Claire, qui soignait toujours les apparences. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, sans mentionner le mot anonyme. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour une paranoïaque. Véronique a écouté, puis elle a hésité avant de parler. Élise, je ne veux pas semer la zizanie, mais tes parents ont des soucis d'argent depuis un moment. Ils ne t'en ont jamais parlé? J'ai froncé les sourcils. Des soucis d'argent? Non, jamais. Ils vivent bien, non? Leur maison est payée, ils partent en vacances tous les ans. Véronique a soupiré. Ce n'est pas si simple. Ton père a fait des mauvais placements il y a quelques années. Ils ont des dettes, Élise. Ils essaient de le cacher, mais je les ai entendus en parler. Cette révélation m'a secouée. Des dettes? Pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Et quel rapport avec ma voiture? J'ai pressé Véronique pour plus de détails, mais elle n'en savait pas plus. Demande-leur, Élise. Ils te doivent la vérité. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans mes souvenirs, cherchant des indices que j'aurais manqués. Les dernières années, mes parents avaient été plus distants, plus nerveux. Mon père parlait souvent de « sacrifices nécessaires » et ma mère évitait les discussions sur l'avenir. Était-ce lié à leurs dettes? Et Camille, était-elle impliquée? L'enveloppe anonyme me brûlait les doigts. Je l'ai relue, encore et encore, jusqu'à ce que les mots s'impriment dans mon esprit. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un numéro inconnu. Une voix masculine, rauque, presque chuchotée. Vous voulez savoir ce que fait votre sœur? Suivez-la. Ce soir. Elle sera au parking de l'ancienne usine, à 22h. Avant que je puisse répondre, la ligne a coupé. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce une blague? Un piège? Ou quelqu'un essayait-il vraiment de m'aider? J'ai hésité, mais ma colère et ma curiosité l'ont emporté. Je ne pouvais pas conduire, mais j'avais une amie, Laura, qui m'avait déjà aidée dans des moments difficiles. Je l'ai appelée et lui ai tout expliqué, sans mentionner l'appel anonyme. Je ne voulais pas l'inquiéter. Tu veux que je t'emmène suivre Camille? A-t-elle demandé, incrédule. Oui. Je sais que ça semble fou, mais j'ai besoin de savoir. À 21h30, Laura est passée me chercher. Nous nous sommes rendus au parking de l'ancienne usine, un endroit désaffecté à la sortie de la ville, où personne ne va après la tombée de la nuit. L'obscurité était oppressante, seulement percée par les phares des rares voitures qui passaient au loin. Nous nous sommes garés à distance, dans l'ombre, et nous avons attendu. À 22h précises, j'ai vu ma voiture entrer dans le parking. Camille en est sortie, accompagnée d'un homme que je ne connaissais pas. Il était grand, avec une capuche sombre, et il semblait pressé. Camille a ouvert le coffre, et l'homme y a déposé un sac noir, lourd, avant de repartir dans une autre voiture. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que c'était que ce sac? Que faisait Camille ici, en pleine nuit, avec cet homme? Laura m'a pris la main, sentant ma panique. Élise, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais je ne vais pas laisser tomber. Ce que j'avais vu ce soir-là n'était que le début. Camille était impliquée dans quelque chose de louche, et mes parents, avec leurs dettes cachées, semblaient liés à tout ça. La trahison de ma voiture n'était pas un simple caprice familial. C'était la porte d'entrée vers un secret bien plus sombre, un secret qui allait bientôt faire basculer ma vie. La scène que j'avais vue au parking de l'ancienne usine tournait en boucle dans ma tête, comme un film que je ne pouvais pas arrêter. Camille, ma propre sœur, dans ce lieu sinistre, en pleine nuit, avec un homme inconnu et un sac mystérieux. Mon sac, dans ma voiture. Chaque détail me donnait des frissons, un mélange de peur et de colère qui me tenait éveillée. Qui était cet homme? Que contenait ce sac? Et surtout, pourquoi Camille, la fille parfaite, celle que tout le monde admirait, se retrouvait-elle mêlée à quelque chose d'aussi louche? Je savais que je devais creuser plus loin,
même si une partie de moi craignait ce que j'allais découvrir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination froide. J'avais déjà perdu ma voiture, ma dignité, et une partie de ma confiance en ma famille. Je n'allais pas perdre ma volonté de comprendre. L'enveloppe anonyme et l'appel mystérieux étaient des indices, des miettes laissées par quelqu'un qui savait quelque chose. Mais qui? Un voisin curieux? Un ami de Camille? Ou pire, quelqu'un impliqué dans ses activités? Je devais rester prudente, mais je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. J'ai commencé par appeler Laura, mon amie qui m'avait accompagnée au parking. Elle était encore secouée par ce qu'on avait vu. « Élise, tu es sûre de vouloir continuer ?» m'a-t-elle demandé, sa voix pleine d'inquiétude. « Ce type, ce sac, ça ne sent pas bon. Tu devrais peut-être en parler à la police. » « Pas encore, ai-je répondu. Si je vais à la police sans preuve, ils ne me prendront pas au sérieux. Et puis, c'est ma sœur. Je veux comprendre avant de faire quoi que ce soit. Laura a soupiré. D'accord, mais promets-moi d'être prudente. Si tu as besoin de moi, je suis là. Après avoir raccroché, j'ai décidé de fouiller dans le passé de ma famille. Les paroles de Véronique, l'amie de ma mère, résonnaient encore dans ma tête. Des dettes. Mes parents, si fiers de leur image, cachaient des problèmes financiers. Était-ce lié à la décision de donner ma voiture à Camille? Et si oui, comment? J'ai repensé à ma grand-mère, Madeleine, décédée il y a 10 ans. Elle était la seule personne dans notre famille qui me traitait comme une égale, malgré mon handicap. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse, de sa maison de campagne, un endroit qu'elle aimait tant. Mes parents n'en parlaient jamais, comme si cette partie de notre histoire avait été effacée. Poussée par une intuition, je suis montée dans le grenier de ma petite maison. Après l'accident, ma mère m'avait donné quelques cartons appartenant à ma grand-mère, des souvenirs, des photos, des lettres. Je ne les avais jamais vraiment regardés, par manque de temps ou par peur de raviver la douleur de sa perte. Mais ce jour-là, j'ai senti que ces cartons contenaient peut-être des réponses. Monter au grenier en fauteuil roulant était un défi, mais j'avais installé une rampe il y a quelques années, un autre symbole de mon indépendance. Chaque marche était un effort, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Les cartons étaient couverts de poussière, l'odeur de vieux papier emplissant l'air. J'ai commencé à fouiller, triant des photos jaunies, des bijoux sans valeur, des cartes postales. Puis, dans une boîte au fond, j'ai trouvé une enveloppe jaunie, scellée avec un ruban rouge. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, dans l'écriture élégante de ma grand-mère. Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ton chemin. Je t'ai toujours vue comme la plus forte de mes petites filles, celle qui porte en elle une lumière que rien ne peut éteindre. Je veux que tu saches que j'ai laissé quelque chose pour toi, quelque chose que tes parents ne comprendront peut-être pas. La maison de campagne, celle où nous passions nos étés, est à toi. Elle n'est pas seulement une maison, c'est un héritage, une promesse de liberté. Ne laisse personne te la prendre. La lettre continuait, décrivant une propriété dans le sud de la France, un endroit dont je me souvenais vaguement. Mais ce qui m'a frappé, c'est la dernière ligne, fais attention à ceux qui veulent te protéger trop fort. Parfois, l'amour cache des vérités plus sombres. J'ai relu la lettre plusieurs fois, le souffle court. Une maison? Un héritage? Pourquoi mes parents ne m'en avaient-ils jamais parlé? Et pourquoi ma grand-mère avait-elle écrit cette mise en garde? J'ai senti un mélange de colère et d'excitation. Cette maison, si elle existait encore, pouvait être la clé pour comprendre ce qui se passait. Mais je devais en savoir plus. J'ai décidé d'appeler une vieille amie de ma grand-mère, Madame Dubois, qui vivait encore dans notre ville. Elle avait été proche de Madeleine, et je savais qu'elle pourrait m'éclairer. Quand je l'ai rencontrée dans son petit appartement, elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais ses yeux se sont assombris quand je lui ai montré la lettre. Oh, Élise, a-t-elle murmuré, en caressant la lettre comme un trésor. Madeleine parlait souvent de toi. Elle disait que tu avais une force que personne d'autre dans la famille n'avait. Cette maison, elle voulait vraiment qu'elle soit à toi. Mais pourquoi mes parents ne m'ont jamais rien dit, ai-je demandé, la voix tremblante. Madame Dubois a hésité, choisissant ses mots avec soin. Tes parents, ils ont vendu la maison,
Élise. Peu après la mort de Madeleine. Ils disaient qu'ils avaient besoin d'argent, mais je n'ai jamais cru à cette histoire. Madeleine avait tout organisé pour que la maison te revienne. Elle avait même mis ça dans son testament. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Vendu? Mais comment? Si c'était à moi. Je ne connais pas tous les détails, a-t-elle répondu. Mais ton père a convaincu le notaire que c'était pour le bien de la famille. Il y avait des rumeurs, à l'époque, sur des dettes. Et Camille, elle était au courant. Elle était là quand ils ont signé les papiers. Camille. Encore elle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes parents avaient vendu un héritage qui m'était destiné, et Camille le savait. Était-ce pour ça qu'il m'avait pris ma voiture? Pour me tenir à l'écart, pour m'empêcher de poser des questions? Et cet homme au parking, ce sac, était-ce lié à cet argent, à cette maison? Je suis rentrée chez moi, la lettre de ma grand-mère serrée contre moi. Mais avant que je puisse réfléchir à ce que je devais faire, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Camille. Elle était là, dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, son regard plus dur que d'habitude. Qu'est-ce que tu fais, Élise? A-t-elle demandé, sans préambule. J'ai froncé les sourcils, surprise par son ton. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. J'ai entendu dire que tu poses des questions, que tu fouilles. Tu es montée au grenier, hein? Mon sang s'est glacé. Comment savait-elle? Avait-elle parlé à quelqu'un? Ou pire, m'avait-elle suivi? Camille, c'est toi qui devrais répondre à des questions. Qu'est-ce que tu faisais au parking de l'usine l'autre nuit? Avec cet homme? Et ce sac? Son visage s'est figé, juste une fraction de seconde, mais c'était assez pour confirmer mes soupçons. Elle était impliquée dans quelque chose de grave. Tu m'as suivi, a-t-elle sifflé, sa voix pleine de colère. Tu es pathétique, Élise. Tu ne peux pas accepter que les choses changent, hein? Tu veux tout détruire, juste parce que tu es jalouse. Jalouse, ai-je crié, ma voix brisée par l'émotion. Tu m'as pris ma voiture, Camille. Et maintenant, j'apprends que tu savais pour la maison de grand-mère, un héritage qui était à moi. Pourquoi? Pourquoi vous me mentez tous? Elle a reculé, comme si je l'avais frappée. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'excuser, qu'elle allait enfin me dire la vérité. Mais elle s'est contentée de secouer la tête. Tu ne comprends rien. Laisse tomber, Élise. Pour ton bien. Et elle est partie, claquant la porte derrière elle. Le point J. suis restée là, tremblante, la lettre de ma grand-mère toujours dans mes mains. Chaque mot de Camille, chaque regard, confirmait qu'elle cachait quelque chose. Et mes parents, avec leurs dettes et leurs secrets, étaient au cœur de tout ça. La maison de ma grand-mère, vendue sans mon consentement. La voiture, donnée à Camille pour me tenir à l'écart. Et cet homme au parking, ce sac mystérieux, tout était lié, j'en étais sur point ce soir-là, je me suis juré de ne pas abandonner. Peu importe ce que ça me coûterait, je découvrirais la vérité. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que cette vérité allait me plonger dans un monde bien plus sombre que je ne l'imaginais. La prochaine fois que la police frapperait à ma porte, tout allait basculer, et les secrets de ma famille allaient éclater au grand jour. Les jours qui suivirent ma confrontation avec Camille furent un tourbillon de confusion et de rage. La lettre de ma grand-mère, ses mots sur la maison de campagne et son avertissement énigmatique, me hantaient. Fais attention à ceux qui veulent te protéger trop fort. Parfois, l'amour cache des vérités plus sombres. Chaque fois que je relisais ces lignes, une nouvelle vague de colère m'envahissait. Mes parents m'avaient caché un héritage qui m'était destiné, et Camille, ma propre sœur, était impliquée. Mais ce n'était pas tout. La scène au parking de l'usine, cet homme mystérieux, ce sac lourd glissé dans le coffre de ma voiture, tout cela pointait vers quelque chose de bien plus grave qu'une simple dispute familiale. J'étais déterminée à découvrir la vérité, mais je me sentais comme une funambule marchant sur un fil fragile, sans savoir si j'allais tomber ou atteindre l'autre côté. Chaque indice, l'enveloppe anonyme, l'appel mystérieux, les dettes de mes parents semblaient m'entraîner plus loin dans un labyrinthe de secrets. J'avais peur, oui, mais ma colère était plus forte. Ils m'avaient pris ma voiture, ma liberté, ma dignité.
Je ne pouvais pas les laisser me prendre aussi la vérité. Ce soir-là, j'étais assise dans mon salon, la lettre de ma grand-mère sur la table, quand on a frappé à ma porte. Des coups secs, insistants, qui m'ont fait sursauter. J'ai hésité, le cœur battant, puis je me suis avancée pour ouvrir. 2 officiers de police se tenaient là, un homme et une femme, leurs visages graves sous la lumière pâle du porche. Madame Élise Fournier, a demandé l'homme, un badge à la main. Oui, c'est moi, ai-je répondu, la gorge sèche. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons vous parler. Pouvons-nous entrer? Mon estomac s'est noué. La police. Était-ce à cause de ce que j'avais vu au parking? Ou pire, étais-je en danger? J'ai hoché la tête et les ai laissés entrer, mon fauteuil roulant glissant silencieusement sur le parquet. Ils se sont assis sur le canapé, leurs regards scrutateurs posés sur moi. Nous enquêtons sur une affaire impliquant une Renault Capture enregistrée à votre nom, a commencé la femme, son ton neutre mais ferme. Cette voiture a été repérée sur une scène de crime il y a 2 jours, près de l'ancienne usine. Pouvez-vous nous dire où elle se trouve actuellement? J'ai senti mon sang se glacer. Une scène de crime. Ma voiture. La voiture que Camille avait prise. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Ce n'est pas moi qui l'ai. Mes parents l'ont donnée à ma sœur, Camille, sans mon accord. Je ne l'ai pas conduite depuis des semaines. Les officiers ont échangé un regard. Votre sœur, Camille Fournier, a demandé l'homme. Oui. Elle l'utilise pour, je ne sais pas exactement quoi. Mais je l'ai vue, il y a quelques jours, au parking de l'usine. Elle était avec un homme, et ils ont mis un sac dans le coffre. Les mots sortaient de ma bouche avant que je puisse les arrêter. J'avais peur de ce que cela signifiait, mais je ne pouvais plus me taire. La femme a pris des notes, son stylo grattant le papier dans un silence oppressant. Pouvez-vous décrire cet homme, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, frustrée. Il faisait sombre. Il portait une capuche, il était grand, c'est tout ce que j'ai vu. Mais je sais que Camille cache quelque chose. Et je pense que mes parents aussi. Ils m'ont posé d'autres questions sur la voiture, sur Camille, sur mes parents, mais je voyais bien qu'ils étaient prudents, comme s'ils pesaient chaque mot. Nous allons devoir parler à votre sœur, a conclu l'homme. Et nous vous conseillons de ne pas intervenir pour l'instant. Cette affaire est sérieuse. Sérieuse comment, ai-je insisté, ma voix tremblante. De quoi s'agit-il? Nous ne pouvons pas vous donner plus de détails pour le moment, a répondu la femme. Mais restez joignable, Madame Fournier. Quand ils sont partis, j'étais en état de choc. Une scène de crime. Ma voiture, celle que j'avais achetée à Peshawar 1, crime de là, est-ce pas? Ai-je dit, en me frottant les tempes. Ce n'était pas possible. Pas ma voiture. Pas ma liberté. Je ne pouvais pas rester assise à attendre. J'ai appelé Camille. Il fallait que je la voie, que je lui demande des explications, face à face. Elle a accepté de venir chez moi, à contre-cœur, et quand elle est arrivée, 1 heure plus tard, elle avait l'air tendue, presque effrayée. Qu'est-ce que tu veux encore, Élise? A-t-elle lancé en entrant, sans même me regarder. Assieds-toi, ai-je dit, d'un ton plus dur que je ne l'avais prévu. On doit parler. Elle a croisé les bras, restant près de la porte. Si c'est encore à propos de la voiture, je t'ai déjà dit que c'était l'idée des parents. Je n'ai pas eu le choix. Pas le choix, ai-je répété, la colère montant. Camille, tu savais ce que cette voiture représentait pour moi. Et maintenant, la police est venue. Ils disent qu'elle est liée à un crime. Qu'est-ce que tu faisais à l'usine, l'autre nuit? Avec cet homme? Son visage s'est décomposé. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer, mais elle s'est reprise, son regard durcissant. Tu me fais suivre, maintenant? Tu es malade, Élise. Malade, ai-je crié, incapable de me contrôler. Ma voiture est impliquée dans un crime, Camille. Et tu le savais, n'est-ce pas? Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Elle a pâli, mais elle a levé le menton, défiant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu inventes des histoires pour te venger,
parce que tu ne supportes pas que j'ai quelque chose que tu veux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai ravalées. Camille, arrête de mentir. J'ai trouvé une lettre de grand-mère. Elle m'a laissé la maison de campagne, et vous l'avez vendue, toi et les parents. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous tout pris? Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille a cligné des yeux, comme si je l'avais frappée. Puis, d'une voix tremblante, elle a dit, « Tu ne comprends pas, Élise. C'était pour le bien de la famille. Tu n'étais pas capable de gérer une propriété comme ça. » Pas capable, ai-je hurlé, ma voix brisée par la douleur. Tu ne sais rien de ce que je suis capable de faire. Vous m'avez traité comme une moins que rien, tous les trois. Et maintenant, tu utilises ma voiture pour, quoi? Du trafic? Des crimes? Camille a fait un pas en arrière, les larmes aux yeux. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle murmuré. J'ai été obligée. Il m'a forcée. Qui, ai-je demandé, le cœur battant. L'homme du parking? Elle a hoché la tête, les joues mouillées de larmes. Il s'appelle Julien. Je l'ai rencontré il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il avait besoin d'aide pour transporter des trucs. Je ne savais pas ce que c'était au début, je te jure. Mais ensuite, j'ai compris que c'était illégal. J'étais abasourdie. Illégal? Camille, de quoi tu parles? Elle s'est effondrée sur une chaise, secouée de sanglots. Des contrefaçons. Des sacs, des vêtements, il m'a dit que c'était juste du commerce, mais c'était plus que ça. Et les parents, ils étaient au courant de ces affaires. Ils avaient besoin d'argent, Élise. La maison de grand-mère, elle valait beaucoup. Ils l'ont vendue pour rembourser des dettes, mais l'acheteur, c'était lui. Julien. Le monde s'est écroulé autour de moi. Mes parents, impliqués dans une affaire criminelle. Camille, manipulée par un homme lié à cet héritage volé. Et ma voiture, utilisée pour transporter des biens illégaux. J'ai senti une vague de nausée m'envahir. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, ai-je murmuré. Pourquoi m'avoir menti? Il ne voulait pas que tu saches, a-t-elle répondu, la voix brisée. Il disait que tu ne comprendrais pas, que tu ferais une scène. Et moi, j'étais coincée. Julien m'a menacée. J'ai secoué la tête, incapable de digérer tout ça. Alors tu m'as trahi pour te protéger? Et la voiture, c'était quoi? Une récompense? Camille a baissé les yeux. Non. Les parents ont insisté pour que je la prenne. Ils disaient que c'était mieux comme ça. J'ai senti une colère froide m'envahir. Mes parents, Camille, cet homme, tous m'avaient trahi, utilisant mon handicap comme une excuse pour me tenir à l'écart. Mais ce n'était pas juste une question d'argent ou de voiture. Il y avait un contrat, un lien avec une organisation criminelle, et j'étais au milieu de tout ça sans le savoir. J'ai attrapé mon téléphone, prête à appeler la police, mais Camille m'a arrêté point. Élise, ne fais pas ça. Tu vas tout détruire. Tout détruire, ai-je répété, les larmes roulant sur mes joues. C'est vous qui avez tout détruit. Ma famille, ma confiance, ma vie. Elle est partie en pleurant, me laissant seule avec l'énormité de ce que je venais d'apprendre. La maison de ma grand-mère, vendue à des criminels. Ma voiture, utilisée pour des activités illégales. Et mes parents, complices de tout cela, sous prétexte de me protéger. C'était le point culminant de ma douleur, le moment où tout ce que je croyais savoir sur ma famille s'effondrait. Mais ce n'était pas la fin. J'avais une preuve, la lettre de ma grand-mère, et une vérité à affronter. La police reviendrait, et cette fois, je serais prête à tout leur dire. Le choc des révélations de Camille m'avait laissé comme un bateau à la dérive, ballotté par des vagues de colère, de douleur et de désespoir. Ma sœur, impliquée dans des activités criminelles. Mes parents, complices de la vente illégale de l'héritage de ma grand-mère. Ma voiture, utilisée pour transporter des biens illégaux. Chaque vérité était une lame qui s'enfonçait un peu plus dans mon cœur, mais au milieu de cette tempête, une chose était claire, je ne pouvais pas rester passive. Pas après tout ce qu'il m'avait fait.
Pas après avoir découvert l'ampleur de leur trahison. Je me suis assise dans mon salon, la lettre de ma grand-mère serrée contre moi comme un talisman. Ces mots résonnaient encore, ne laisse personne te la prendre. Elle parlait de la maison, mais je sentais qu'elle parlait aussi de ma dignité, de ma force. J'avais passé trop d'années à prouver que mon handicap ne me définissait pas, à me battre pour mon indépendance. Je n'allais pas laisser ma famille me réduire à néant. Mais que faire ? Appeler la police était risqué, je risquais de m'impliquer davantage dans une affaire dont je ne comprenais pas encore tous les contours. Pourtant, je n'avais pas d'autre choix. La vérité devait éclater, même si cela signifiait briser ce qui restait de ma famille. Le lendemain matin, j'ai contacté les officiers qui étaient venus chez moi. L'agent Claire Martin, la femme qui m'avait interrogée, a répondu avec son calme habituel. « Madame Fournier, merci de nous rappeler. Avez-vous de nouvelles informations ?» J'ai pris une profonde inspiration, ma voix tremblante mais déterminée. « Oui. Je sais qui utilise ma voiture. C'est ma sœur, Camille. Et je pense qu'elle est impliquée dans quelque chose de grave. Je veux vous aider, mais je veux aussi récupérer ce qui m'appartient. » Elle m'a demandé de venir au commissariat. J'ai hésité, craignant d'être jugée ou, pire, de ne pas être prise au sérieux à cause de mon handicap. Mais j'ai repensé à tout ce que j'avais surmonté: l'accident, les années de rééducation, les regards condescendants. Si j'avais pu affronter tout cela, je pouvais affronter la police. J'ai appelé Laura pour qu'elle m'accompagne, et 1 heure plus tard, nous étions au commissariat, un bâtiment gris et froid qui sentait le papier et le café éventé. Assise face à l'agent Martin et son collègue, l'agent Dubois, j'ai tout raconté: la voiture, la trahison de mes parents, l'héritage vendu, la scène au parking, et les aveux de Camille. J'ai sorti la lettre de ma grand-mère, la seule preuve tangible que j'avais. « Voici ce que ma grand-mère m'a laissé », ai-je dit, en posant la lettre sur la table. Elle voulait que cette maison soit à moi. Mes parents l'ont vendue sans mon accord, et je pense que l'argent a servi à couvrir leurs dettes. Mais il y a plus. Camille m'a dit qu'elle travaillait avec un homme, Julien, et qu'il l'a forcée à transporter des choses illégales dans ma voiture. L'agent Martin a lu la lettre, ses sourcils froncés. « C'est intéressant », a-t-elle murmuré. « Nous enquêtons sur un réseau de contrefaçon dans la région. Votre voiture a été repérée sur une caméra de surveillance près d'un entrepôt où des marchandises illégales ont été stockées. Si ce que vous dites est vrai, votre sœur pourrait être un maillon clé. » « Et mes parents ?» ai-je demandé, la gorge nouée. « Nous allons devoir les interroger aussi », a répondu l'agent Dubois. « Si la vente de la propriété est liée à ce réseau, comme vous le suggérez, cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais nous avons besoin de preuves solides. Êtes-vous prête à nous aider ?» J'ai hoché la tête, même si une partie de moi hurlait de peur. Aider la police signifiait trahir ma famille, du moins ce qu'il en restait. Mais avait-il vraiment été une famille pour moi? Il m'avait menti, manipulé, jugé incapable à cause de mon handicap. J'ai pensé à ma grand-mère, à son regard fier quand elle me parlait de courage. « Oui », ai-je dit. « Je ferai ce qu'il faut. » Les jours suivants furent un tourbillon d'adrénaline et d'angoisse. La police m'a demandé de rester discrète, de ne rien dire à Camille ni à mes parents. Ils ont placé ma voiture sous surveillance, espérant attraper Julien et ses complices. J'étais terrifiée à l'idée que Camille découvre que je collaborais avec eux, mais je savais que c'était ma seule chance de récupérer ma voiture et de faire éclater la vérité. 1 semaine plus tard, l'agent Martin m'a appelé. « Nous avons du nouveau. Votre sœur a été vue avec Julien hier soir. Ils ont utilisé votre voiture pour transporter des marchandises vers un autre entrepôt. Nous avons assez de preuves pour une perquisition. Mais nous devons agir vite. Pouvez-vous organiser une rencontre avec Camille? Nous avons besoin de la surprendre en flagrant délit. » Mon cœur s'est serré. Une partie de moi voulait encore protéger ma sœur, croire qu'elle avait été manipulée, qu'elle n'était pas vraiment coupable. Mais ses mensonges, son mépris, sa façon de me regarder comme si j'étais moins qu'elle, tout cela m'avait brisé. « D'accord », ai-je murmuré. « Je vais le faire. » J'ai appelé Camille et lui ai demandé de venir chez moi, prétextant vouloir m'excuser pour notre dispute. Elle a hésité, mais elle a fini par accepter. Quand elle est arrivée, elle était nerveuse,
ses mains triturant son sac à main, ses yeux fuyants. « Élise, je n'ai pas beaucoup de temps, a-t-elle dit en s'asseyant. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux qu'on parle, vraiment, ai-je répondu, en essayant de garder un ton calme. « Camille, je sais que tu es dans une situation compliquée. Avec Julien, avec les parents. Mais tu peux encore tout arrêter. Dis-moi la vérité. » Elle a ri, un rire amer. « La vérité ? Tu penses que tout est si simple, hein ? Tu ne sais rien de ce que j'ai dû faire pour protéger cette famille. » « Protéger, ai-je répété, ma voix montant malgré moi. « Tu appelles ça protéger ? Tu as pris ma voiture, tu as menti sur l'héritage, et maintenant tu travailles avec un criminel. » Elle s'est levée d'un bond, les larmes aux yeux. « Tu ne comprends pas, Élise. Julien m'a menacée. Il sait tout sur les parents, sur leurs dettes. Si je ne fais pas ce qu'il dit, il pourrait leur faire du mal. » J'ai senti mon cœur se briser, mais je ne pouvais pas fléchir. « Camille, tu as encore une chance de faire ce qui est juste. Va voir la police. Dis-leur tout. » Elle a secoué la tête, paniquée. « Non, je ne peux pas. Tu ne sais pas de quoi il est capable. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un message de l'agent Martin, nous sommes en position. Faites-la sortir maintenant. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une profonde inspiration. Camille, viens avec moi. On va prendre l'air, parler dehors. Elle m'a regardée, méfiante, mais elle a fini par me suivre. Dehors, dans l'obscurité, les phares d'une voiture de police banalisée ont clignoté. Tout s'est passé si vite. Les agents ont surgi, ordonnant à Camille de ne pas bouger. Elle a crié, paniquée, tandis qu'il fouillait son sac et trouvait des documents compromettant des reçus, des numéros de compte, des preuves de transactions illégales. Camille s'est effondrée en pleurs, me regardant avec un mélange de peur et de colère. « C'est toi, hein ? Tu m'as vendue à la police. » J'ai senti les larmes couler sur mes joues, mais je n'ai pas détourné le regard. « Tu m'as trahi en premier, Camille. Toi et les parents. Je n'avais pas le choix. » La police l'a emmenée pour l'interroger, et j'ai appris plus tard qu'elle avait tout avoué. Julien l'avait manipulée, utilisant ses dettes et celles de nos parents pour la forcer à participer à son réseau de contrefaçon. Mes parents, eux, ont été convoqués le lendemain. Lors de leur interrogatoire, ils ont admis avoir vendu la maison de ma grand-mère à Julien, pensant que c'était un simple acheteur immobilier. Ils n'avaient pas réalisé qu'il était lié à une organisation criminelle. Leur excuse ? On voulait te protéger, Élise. Tu n'aurais pas pu gérer une propriété comme ça. Ces mots m'ont brisé. Protéger. Toujours ce mot, comme une arme déguisée en amour. Ils m'avaient jugée incapable, à cause de mon handicap, sans même me donner une chance. J'ai récupéré ma voiture, saisie comme preuve mais rendue après l'opération, mais la victoire était amère. Ma famille, celle que j'avais aimée malgré tout, n'existait plus. Ce soir-là, seule chez moi, j'ai pris une décision radicale, couper les ponts avec eux. Pas par vengeance, mais pour me protéger, moi. Pour la première fois, j'ai compris que ma santé mentale valait plus que leurs excuses. Les dialogues avec la police, avec Camille, avec mes parents, étaient comme des coups de poignard, mais ils m'avaient aussi libérée. J'avais affronté la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et j'avais choisi de me battre pour moi. La voiture était revenue, mais ce n'était qu'un début. Il me restait à reconstruire ma vie, loin des mensonges et des trahisons. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Camille et les aveux de mes parents furent comme un long silence après une tempête. La maison était calme, trop calme, et chaque coin de mon petit salon semblait porter l'écho des événements qui avaient bouleversé ma vie. Ma voiture, ma précieuse Renault Capture, était de nouveau garée devant chez moi, son capot scintillant sous la lumière du soleil comme un rappel de ma victoire. Mais cette victoire avait un goût amer, teinté de douleur et de perte. J'avais récupéré ce symbole de ma liberté, mais à quel prix ? Ma famille, celle que j'avais aimée malgré ses failles, n'était plus qu'un souvenir fracturé. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine, un mélange de soulagement et de chagrin. La lettre de ma grand-mère, toujours posée sur ma table de chevet, était devenue mon encre. Ces mots,
une lumière que rien ne peut éteindre, me donnait la force de continuer, même quand tout semblait s'effondrer. J'avais affronté la vérité, collaboré avec la police, et mis fin à un réseau de mensonges et de crimes. Mais maintenant, il me fallait affronter une épreuve encore plus grande, reconstruire ma vie, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour moi-même. Les premiers jours après l'opération policière, j'ai évité tout contact avec ma famille. Camille était en détention provisoire, attendant son jugement pour complicité dans le trafic de contrefaçon. Elle avait agi sous la contrainte de Julien, mais ses choix accepter ma voiture, mentir sur l'héritage étaient les siens. Mes parents, eux, n'avaient pas été inculpés, mais leur rôle dans la vente illégale de la maison de ma grand-mère faisait l'objet d'une enquête. Ils m'appelaient sans cesse, laissant des messages larmoyants, des excuses qui sonnaient creux. « Élise, on voulait te protéger », disait ma mère dans un message. « On a fait des erreurs, mais on t'aime. » Chaque mot était comme une aiguille, me rappelant leur condescendance, leur façon de me juger incapable à cause de mon handicap. Un matin, alors que je préparais mon café, le téléphone a sonné. C'était ma mère, encore. J'ai hésité, mon doigt planant au-dessus de l'écran. Une partie de moi voulait répondre, entendre ce qu'elle avait à dire, peut-être trouver un moyen de pardonner. Mais une autre partie, plus forte, me criait de me protéger. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie. Ce n'était pas de la colère, pas vraiment. C'était une décision, une promesse que je me faisais à moi-même, je ne laisserai plus personne me diminuer, pas même ma famille. J'ai décidé de quitter la ville. Pas par fuite, mais par nécessité. Cette petite ville, avec ses rues familières et ses regards curieux, était devenue étouffante. Chaque coin de rue me rappelait les trahisons, les jugements, les années passées à prouver que j'étais plus que mon fauteuil roulant. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je pourrais être Élise, tout simplement, sans le poids du passé. J'ai trouvé un petit appartement dans une ville à 1 heure de route, un endroit plus grand, plus animé, avec des rues accessibles et une communauté qui semblait accueillir la différence. Le déménagement a été un défi logistique. Transporter mes affaires, adapter mon nouvel espace à mes besoins, mais conduire ma voiture, sentir le volant sous mes mains, m'a redonné ce sentiment de liberté que j'avais cru perdu. Chaque kilomètre était une affirmation, je suis capable, je suis forte, je suis libre. Le jour où j'ai emménagé, j'ai garé ma voiture devant mon nouvel immeuble et je suis restée là, à la regarder. L'odeur de peinture fraîche de l'appartement flottait encore autour de moi, mêlée à celle de l'herbe coupée dehors. J'ai repensé à tout ce qui m'avait mené ici, l'accident, les années de lutte, la voiture, la trahison, les secrets. Et pourtant, malgré tout, j'étais là, debout ou plutôt, roulant sur mes propres termes. Ce soir-là, j'ai reçu une visite inattendue. Laura, ma fidèle amie, est passée avec une bouteille de vin et un sourire éclatant. « Alors, c'est ici ta nouvelle maison ?» a-t-elle dit en entrant, admirant les murs encore nus. « Oui », ai-je répondu, un peu intimidée par ce nouveau chapitre. « C'est un début. » Elle s'est assise sur le canapé, versant le vin dans 2 verres. « Élise, je suis tellement fière de toi. Ce que tu as fait, affronter ta famille, la police, tout ça, c'est énorme. » J'ai souri, mais mes yeux se sont embués. Je ne sais pas si je suis fière. Je me sens vide, parfois. Ils étaient ma famille, Laura. Et maintenant, ils ne sont plus rien. Elle a posé une main sur la mienne. Ils t'ont fait du mal, Élise. Mais tu as choisi de te protéger. Ça, c'est du courage. Et tu sais quoi? Tu vas construire une nouvelle vie, une vie qui te ressemble. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais cherché l'approbation de ma famille, espérant qu'ils verraient ma force, ma valeur. Mais ce soir-là, avec Laura, j'ai compris que je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais besoin de la mienne. Quelques jours plus tard, en explorant ma nouvelle ville, je suis tombée sur une association pour les personnes en situation de handicap. Ils organisaient des ateliers, des groupes de discussion, des projets pour améliorer l'accessibilité dans la région. Quelque chose en moi s'est allumé. J'ai toujours voulu aider les autres, mais mon handicap m'avait souvent fait douter de ma capacité à faire une différence. Pourtant, en écoutant les histoires des membres de l'association des hommes et des femmes qui, comme moi, avaient lutté contre les préjugés, j'ai senti un élan nouveau. J'ai décidé de m'impliquer,
d'apporter mon expérience, ma voix. Lors de ma première réunion avec l'association, j'ai rencontré une femme, Sophie, qui dirigeait un projet d'accessibilité pour les transports publics. Elle était en fauteuil roulant, comme moi, mais son énergie était contagieuse. « Élise, tu as une histoire à raconter », m'a-t-elle dit après que j'ai partagé un peu de mon parcours. « Ce que tu as traversé, ça peut inspirer d'autres personnes. Tu veux nous rejoindre ?» J'ai hésité, puis j'ai souri. « Oui. Je veux en être. » Ce moment a marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place, entourée de gens qui ne me voyaient pas comme la fille en fauteuil, mais comme Élise, une femme avec des idées, des rêves, une force. J'ai commencé à m'investir dans l'association, rédigeant des articles pour leur newsletter, organisant des événements, plaidant pour des rampes d'accès dans les lieux publics. Chaque pas en avant était une victoire, non pas contre ma famille, mais pour moi-même. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était celle de Camille. Mon cœur s'est serré. J'ai hésité à l'ouvrir, craignant de rouvrir des blessures encore fraîches. Mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, une page écrite à la main, pleine de ratures, comme si elle avait lutté pour trouver les mots. Élise, je ne sais pas si tu liras ceci, et je ne t'en voudrais pas si tu le jetais. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais perdue, effrayée, manipulée par Julien, mais ça n'excuse pas tout. J'ai vu à quel point je t'ai blessée, et je le regretterai toute ma vie. Les parents aussi sont dévastés. Ils savent qu'ils ont mal agi. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je veux que tu saches que je suis désolée. Camille. J'ai relu la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Une partie de moi voulait répondre, lui dire que je comprenais, que je pouvais pardonner. Mais une autre partie, plus forte, savait que ce n'était pas le moment. Pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'avais besoin de me concentrer sur moi, sur ma paix intérieure. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir, avec celle de ma grand-mère. Ce n'était pas une fin, mais une pause, un choix de me choisir moi-même. En conduisant ma voiture le lendemain, j'ai repensé à tout ce que j'avais appris. La trahison de ma famille m'avait brisée, mais elle m'avait aussi forcé à me reconstruire. J'avais appris à poser des limites, à reconnaître ma valeur, à ne pas laisser mon handicap ou les jugements des autres définir qui j'étais. Ma grand-mère avait raison, j'avais une lumière en moi, une lumière que personne ne pouvait éteindre. Ce soir-là, je me suis arrêtée au bord d'une route, sous un ciel étoilé. L'odeur de la campagne flottait autour de moi, et le moteur de ma voiture ronronnait doucement. J'ai fermé les yeux, laissant la brise caresser mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Pas entière, pas encore, mais sur le chemin. Et ce chemin, c'était le mien. Quelques mois ont passé depuis que j'ai quitté ma ville natale, laissant derrière moi les échos d'une famille brisée et les blessures d'une trahison qui m'a changé à jamais. Mon nouvel appartement, dans cette ville vibrante où les rues semblent respirer l'espoir, est devenu mon refuge. Les murs, autrefois nus, portent maintenant des touches de moi, des photos de mes voyages en voiture, des affiches d'événements de l'association pour personnes en situation de handicap, et une reproduction encadrée de la lettre de ma grand-mère, un rappel constant de sa foi en moi. Chaque matin, je me réveille avec une sensation nouvelle, un mélange de paix et de détermination. La douleur est toujours là, tapie dans un coin de mon cœur, mais elle ne me définit plus. Je suis Élise, et je suis en train de construire une vie qui m'appartient. Ma voiture, ma fidèle Renault Capture, est plus qu'un moyen de transport. Elle est le symbole de tout ce que j'ai surmonté, l'accident qui a changé ma vie à 20 ans, les années de lutte pour mon autonomie, la trahison de ma famille, et les secrets qui ont failli me briser. Chaque fois que je prends le volant, que je sens le moteur ronronner sous mes mains, je me souviens de ce que j'ai accompli. Cette voiture, c'est ma victoire, ma liberté, ma preuve que personne ne peut me dire ce que je suis capable ou non de faire. Un après-midi, alors que je rentrais d'une réunion avec l'association, j'ai décidé de m'arrêter au bord d'une route de campagne, juste à la sortie de la ville. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et roses, et l'odeur de l'herbe fraîche emplissait l'air. J'ai coupé le moteur et je suis restée là, à écouter le silence, à laisser la brise caresser mon visage. C'était un de ces moments où le monde semble s'arrêter, où l'on peut enfin respirer. Je me suis surprise à sourire,
un sourire vrai, pas forcé, pas destiné à cacher ma douleur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre pas seulement de conduire, mais d'être moi, sans le poids des attentes ou des jugements. En repensant à mon parcours, j'ai réalisé tout ce que j'avais appris. La trahison de ma famille, mes parents qui m'avaient jugé incapable, Camille qui avait choisi ses propres intérêts m'avait forcé à regarder la vérité en face. J'avais passé trop d'années à chercher leur approbation, à vouloir prouver que mon handicap ne me rendait pas moins digne. Mais ce n'était pas à eux de me définir. C'était à moi. Et en coupant les ponts, en choisissant ma paix intérieure, j'avais repris le contrôle de ma vie. L'association était devenue ma nouvelle famille. Avec Sophie et les autres membres, j'avais trouvé un sens à mon histoire. Nous organisions des ateliers pour sensibiliser à l'accessibilité, plaidions pour des rampes dans les lieux publics, et partagions nos expériences pour inspirer d'autres personnes en situation de handicap. Chaque réunion était une bouffée d'espoir, un rappel que nos luttes, aussi douloureuses soient-elles, pouvaient devenir une force pour changer le monde. J'avais même commencé à écrire un blog pour l'association, racontant mon parcours, non pas pour me plaindre, mais pour montrer que la résilience est possible, même après les pires trahisons. Un jour, alors que je travaillais sur un article, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Madame Élise Fournier, a demandé une voix masculine, polie mais formelle. Oui, c'est moi, ai-je répondu, un peu méfiante. Je suis maître Laurent, notaire. J'ai des informations concernant l'héritage de votre grand-mère, Madeleine Fournier. Pourriez-vous passer à mon bureau? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. L'héritage. La maison de campagne, vendue par mes parents à un criminel. Je pensais que tout était fini, que cet héritage m'avait été volé pour toujours. De quoi s'agit-il, ai-je demandé, la voix tremblante. Je préférerais en discuter en personne, a-t-il répondu. C'est une bonne nouvelle, je pense. Le lendemain, je me suis rendue à son bureau, un petit bâtiment discret au centre de la ville. Maître Laurent, un homme d'une soixantaine d'années avec un sourire chaleureux, m'a accueilli avec une pile de documents. Votre grand-mère était une femme prévoyante, a-t-il commencé, en posant une main sur les papiers. Lorsqu'elle a rédigé son testament, elle a pris des dispositions que vos parents ignoraient. Outre la maison de campagne, elle possédait un petit terrain, une parcelle de terre près de la propriété principale. Ce terrain vous était directement légué, à votre nom, et n'a jamais été inclus dans la vente effectuée par vos parents. J'étais abasourdi. Un terrain? Mais, pourquoi personne ne m'en a parlé? Il a soupiré, un mélange de compassion et de frustration dans les yeux. Votre grand-mère avait donné des instructions claires pour que vous soyez informés après votre 30e anniversaire. Elle craignait que vos parents ne comprennent pas ses intentions. Malheureusement, j'étais en déplacement à l'étranger à l'époque, et mon prédécesseur n'a pas suivi ses volontés à la lettre. Mais maintenant, tout est en ordre. Le terrain est à vous, et il a une certaine valeur. Il m'a montré les documents, une parcelle de 2 hectares, située dans une région prisée du sud de la France. Pas immense, mais suffisamment précieuse pour représenter une opportunité. Vous pouvez le vendre, ou le garder pour un projet, a-t-il ajouté. C'est à vous de décider. Je suis sorti de son bureau dans un état second, les documents serrés contre moi. Un terrain. Un dernier cadeau de ma grand-mère, un secret qu'elle avait gardé pour moi, comme si elle savait que j'en aurais besoin un jour. Ce soir-là, j'ai repensé à tout ce qu'elle m'avait appris, le courage, la persévérance, la foi en soi. Elle m'avait vue comme une femme forte, bien avant que je ne le voie moi-même. Après des semaines de réflexion, j'ai décidé de ne pas vendre le terrain. Pas tout de suite. À la place, j'ai contacté l'association et proposé une idée, utiliser l'argent potentiel de ce terrain pour financer un projet d'accessibilité. Peut-être un centre communautaire, un lieu où les personnes en situation de handicap pourraient se réunir, apprendre, créer. Sophie a été enthousiaste, et ensemble, nous avons commencé à planifier, à rêver grand. Ce terrain, c'était plus qu'un héritage matériel. C'était une promesse, une chance de transformer ma douleur en quelque chose de beau. Un soir, alors que je travaillais sur ce projet, j'ai reçu un message de Laura. Viens au café, on fête quelque chose. Intriguée,
j'ai pris ma voiture et je l'ai rejointe dans notre endroit préféré, un petit café avec une terrasse accessible. Sophie était là, avec d'autres membres de l'association, tous souriants. « À quoi on trinque ?» ai-je demandé, en levant mon verre de jus de pomme. « À toi, Élise » a dit Sophie, les yeux brillants. « À ta force, à ton courage, et à ce projet incroyable que tu portes. Tu es une inspiration. » J'ai senti les larmes monter, mais cette fois, elles étaient différentes. Pas des larmes de douleur, mais de gratitude, d'espoir. « Merci » ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais je ne serais pas là sans vous. En rentrant chez moi, j'ai garé ma voiture et je suis restée un moment à contempler le ciel étoilé. L'odeur de la nuit, fraîche et pure, m'enveloppait. J'ai pensé à ma grand-mère, à sa lettre, à sa foi en moi. J'ai pensé à ma famille, à la douleur qu'il m'avait causée, et à la lettre de Camille, toujours rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je serai prête à lui répondre, à reconstruire quelque chose avec elle. Mais pas maintenant. Pour l'instant, j'avais besoin de me concentrer sur moi, sur cette lumière que ma grand-mère avait vue en MOI. Et ma voiture, ce symbole de ma liberté, était toujours là, fidèle. Elle m'avait porté à travers les tempêtes, et maintenant, elle m'emmenait vers un avenir que je construisais moi-même. J'ai fermé les yeux, un sourire aux lèvres, et j'ai murmuré « Merci, grand-mère. Je vais faire de toi fière. » Chers spectateurs, merci d'avoir suivi l'histoire d'Élise jusqu'au bout. Si cette aventure vous a touché, si vous aimez les récits qui parlent de courage, de résilience et de reconstruction, alors rejoignez notre communauté sur Histoire de tous les jours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires, et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires qui inspirent. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.